bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la matinale sur School TV. Vous le savez, on est ensemble pendant une demi-heure pour se réveiller tranquillement, doucement, toujours avec des invités ô combien inspirants. Voici le sommaire sans plus tarder de cette nouvelle émission. Et cette question, et si le vrai enjeu n'était pas de supprimer les écrans, mais de tout simplement mieux les utiliser. Avec Bayam, Bayard Jeunesse propose une autre voie, des contenus choisis, sans publicité ni algorithme, pensés pour respecter le rythme de l'enfant. Résultat, des sessions courtes, maîtrisées, surtout apaisées, et une promesse forte, réconcilier parents et écrans, redonnant confiance là où il y avait, comme qui dirait, un doute. Les écrans sont-ils vraiment le problème numéro un des familles ou sont-ils devenus le bouc émissaire d'un monde numérique pour le moins mal maîtrisé? Entre recommandations sanitaires, inquiétudes parentales, usage réel, le débat est plus nuancé qu'il n'y paraît, car bien utilisés, eh bien, les écrans peuvent aussi éveiller, apprendre et même apaiser, à condition de repenser les règles du jeu. Et puis, dans ce paysage en pleine mutation, quel rôle pour l'intelligence artificielle dans les contenus pour enfants, personnalisés sans enfermer, recommandés sans rendre dépendants? Le défi est immense, vous le savez. L'IA peut-elle devenir un outil éducatif éthique ou risque-t-elle d'accentuer bien, des dérives observées derrière la technologie? C'est une vision de l'enfance ou du numérique qui se dessine. La matinale, on y va. Bonjour Pauline Mahé. Bonjour. On est très heureux de parler de tous ces sujets avec vous. Il y a bon nombre de sujets effectivement qu'on va aborder. Responsable éditorial et produit de la plateforme, on dit bien Bayam. Oui, exactement. Avec un grand M, mais Bayam. Depuis Voilà. combien de temps? Depuis 4 ans. C'est quoi, en peu de mots, Bayam? Alors, Bayam, c'est la plateforme des enfants. C'est pour moi. une plateforme où on propose des vidéos, comme sur la majorité des 3-10 ans, en gros? 3-10 ans, ouais. On s'adresse aux 3-10 ans. Okay. Et du coup, on propose des vidéos, mais aussi et surtout des histoires à écouter, des jeux pour apprendre en s'amusant et des idées d'activités à faire sur ou même en dehors de l'écran. Bayard Jeunesse, autrement dit, Bayam, ça donne ça. C'est super, raison dans la tête, celle-là. Merci d'avoir composé celle-là. C'est moi qui l'ai choisie. J'espère que vous l'aimez. Pourquoi je suis pas étonné? C'est quoi l'approche chez Bayam? Alors, l'approche chez Bayam, c'est, donc vous l'avez vu, hein, c'est une plateforme qui a été lancée et imaginée par Bayard Jeunesse, premier éditeur en France qui publie notamment les magazines Pomme d'Api, Astrapi, J'aime lire, que vous devez connaître. Donc notre promesse, elle est proche de celle de nos magazines. Hein. Ça va être de développer la curiosité des enfants, leur imaginaire et leur créativité aussi. Donc ça, c'est une promesse qui est très proche de celle de nos magazines. Et on a une autre promesse qui est plus spécifique au numérique et qui est un gros enjeu pour la société d'aujourd'hui, c'est d'accompagner parents et enfants dans un usage raisonné et intelligent des écrans. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre mission. Concernant votre approche, pardon de vous couper, Pauline, vous venez de la presse et du magazine, vous l'avez rappelé chez Bayard Jeunesse. Comment on adapte justement, comment on s'adapte du coup à l'univers du numérique comme qui dirait l'impression, en ayant une approche résolument différente des autres acteurs? Mais alors pour nous, ce qui compte, enfin le cœur de Bayam, ça va vraiment être l'éditorialisation. C'est finalement la même chose que dans un magazine. Et puis on a une expertise, on fait ça depuis 60 ans. Donc on va choisir les contenus par rapport à l'actualité. On va rebondir. Alors je dis l'actualité, mais c'est plutôt les grands temps forts de l'enfance, hein, Noël, Pâques, etc. Parce que pour les 3-10 ans, la guerre en Iran, tout ça, non. On va éviter. Voilà.
Donc notre mission, c'est vraiment de se démarquer des autres plateformes en proposant une éditorialisation forte. Chaque mercredi, on a des nouveaux contenus qui sont proposés aux enfants. On aime dire que c'est sans algorithme. Pourquoi ? Parce que c'est des vraies personnes, des journalistes, des experts de l'enfance qui vont choisir des contenus qui vont amener les enfants à développer, on le disait tout à l'heure, leur curiosité. Donc le but, c'est pas d'avoir un algorithme qui va recommander ce que l'enfant attend. On va vraiment aider les enfants à sortir de leur zone de confort et à aller découvrir des choses qu'ils n'auraient peut-être pas découvert d'eux-mêmes. Je pense notamment aux documentaires, par exemple, qui va leur permettre de découvrir plein de choses sur la vie de tous les jours ou parler d'histoire, de géographie, des choses comme ça. Sur les écrans à proprement parler, c'est un atout ou c'est plutôt un ennemi? On sait qu'il y a ce débat qui ne cesse de s'amplifier en ce moment. Alors nous, on pense que les écrans sont là, hein. Ils font partie de notre vie à tous. Avec. Et nous, on a vraiment le désir chez Bayard Jeunesse d'être là où les enfants sont. Et les enfants, aujourd'hui, ils sont sur les écrans. Donc, on pense qu'il y a besoin qu'on y soit et on pense surtout qu'il faut des contenus de qualité pour les enfants et que notre rôle d'expert de la jeunesse, c'est de proposer des contenus adaptés. Donc on essaye vraiment de se positionner comme une alternative aux grandes plateformes. Et quand on regarde les grandes plateformes, elles ont toutes des déclinaisons Kids sécurisées. Donc on va avoir YouTube Kids, Amazon Kids, etc. Mais en fait, c'est des déclinaisons de plateformes qui ont été conçues pour et par les adultes. Donc on a juste le volet sécuritaire, on va peut-être choisir les tranches d'âge. Mais nous, on a vraiment souhaité construire un outil totalement pensé pour les enfants et à hauteur d'enfants. Donc tout, l'interface, le design, les contenus. Et on la pense... musique, j'ai entendu la musique. Voilà. Donc on pense qu'on est une des seules plateformes qui propose en fait ce à hauteur d'enfant. C'est très important pour nous. À hauteur d'enfant, et j'ai retenu aussi ce terme contenu adapté. Justement, comment on adapte son contenu est-ce que c'est à l'âge de l'enfant? Est-ce que c'est aussi aux habitudes, aux heures de consommation? Alors, on a vraiment développé toute la plateforme pour que les contenus soient filtrés en fonction des âges. Donc, on va de 3 à 10 ans. Et selon l'âge qui est entré au moment de la création du compte, on va proposer des contenus différents. Donc, ça ne va pas être le même type de contenu. Par exemple, on parlait tout à l'heure d'actualité. On n'a pas d'émission qui parle d'actualité avant 7 ans, mais à partir de 7 ans, on a l'émission, par exemple, Salut l'info. Les héros ne sont pas les mêmes. Pour un tout petit, on va avoir Petit ours brun. Pour un grand, on va avoir Anatole Lattuile. Voilà. Est-ce qu'on peut parler d'un enfant, du coup, encore une fois, dans l'approche de Bayard, bien exposé aux écrans, ou c'est... Tout à fait. Alors nous, on est convaincus qu'il y a plein de contenus numériques qui sont susceptibles d'ouvrir l'esprit et les chakras autant qu'un magazine papier. Ce qui compte, ça va être vraiment le temps d'exposition. Donc nous, on va le voir tout à l'heure, je pense, quand on va parler de l'analyse des usages, mais on pense qu'un peu d'écran, ça peut on peut y aller, allons-y. Hein. Mais... Combien d'écrans? De combien de temps on parle? Alors, nous, on laisse les parents choisir. Il y a un chronomètre qu'on peut programmer ou pas pour chaque profil. Et puis, je pense que les recommandations sont différentes en fonction du type de contenu et en fonction surtout du contexte de visionnage. Un film qui va être regardé avec un parent, on peut aller sur du 30 minutes, voire du 45 minutes, parce que c'est regardé avec le parent. Quand on est tout seul devant son écran et qu'on ne discute pas du contenu, c'est un peu différent. Passer 10 minutes à regarder un tuto pour apprendre à jardiner, c'est pas la même chose que de regarder un dessin animé avec une logique hyper addictive où on veut regarder toujours plus d'épisodes. Il y a plein de couleurs et voilà. Et comment vous vous alignez justement sur les capacités d'attention des enfants? Et est-ce qu'on arrive à le mesurer, ça, du coup? Alors, en tout cas, nous, on fait très attention à la durée de nos contenus, qui s'adaptent en fait à l'âge. Donc, sur les tout petits, je pense que 90... Sur les 3-4 ans, sur les 3-4 ans, la majorité de nos contenus font entre 2 et 5 minutes. Et ça, c'est très important. Et c'est ce qui nous différencie aussi d'autres plateformes. Alors, c'est pas toujours facile parce qu'à côté, on a des Disney+ qui vont mettre des films d'1h30 pour des enfants de cet âge-là qui y sont exposés. Mais on croit beaucoup à ça. Et en fait, dans nos dernières analyses statistiques des usages, le temps d'une session moyen est de 10 minutes. Donc, on s'aperçoit que ces contenus courts, en fait, en 10 minutes, l'enfant a le temps de faire suffisamment. Du coup, à la question, est-ce que le court format est une réponse ou un risque pour le cerveau en développement? Vous me répondez? Alors, quand le contenu court ne s'enchaîne pas, non, mais d'accord. Mais c'est sûr que si on rentre dans une boucle où on voit... Avec un petit chrono 10 secondes à la fin, où ça s'enchaîne.
Ça revient au même. Voilà, ça revient pas au même. Donc tout est toujours question de contexte en fait. J'ai quand même le sentiment que chez Bayam, vos données contredisent le cliché de l'enfant un petit peu scotché à son écran. Pourquoi il y a un tel décalage avec la perception de nombreux parents que je reçois ici sur ce plateau parfois, et on sent qu'ils sont, et c'est légitime, qu'ils sont inquiets. Parce que je pense que quand on dit écran, on pense souvent plateforme vidéo, c'est ce que je disais en introduction, on pense tout de suite au streaming. Sur Bayam, l'offre elle est beaucoup plus riche que ça. Alors déjà on a l'audio, l'audio c'est le média le plus utilisé sur Bayam. Notre rubrique écoutée, c'est 37% des usages, loin devant les jeux et les dessins animés, qui font respectivement 28 et 25%. Donc l'audio va avec notre... L'audio qui est plébiscité, j'imagine, par les parents, ou alors, même si on a même l'image, on peut cutter l'image pour avoir l'audio. Alors l'audio permet de développer les capacités d'attention, justement, des enfants. Et puis on a l'imaginaire. C'est vrai que quand on n'a pas d'image, le cerveau est beaucoup plus actif parce qu'on va se mettre à imaginer tout ce qui va se passer dans le podcast ou dans l'histoire d'ailleurs, parce qu'on a des contenus très variés, on a de la musique aussi. Donc l'audio, très important, et on a développé une fonctionnalité qui est assez originale, qui s'appelle le mode audio seul. Donc ce mode audio, il peut être sélectionné ou désélectionné à loisir par le parent dans l'espace parent, dans la configuration de l'app. Quand on a la télé, on a l'habitude de muter ou pas le son, d'enlever ou pas le son. Là, si je comprends bien, c'est plutôt l'inverse. Alors là, on enlève la vidéo, mais ça, c'est tous nos players audio. Dès qu'on a un contenu audio, même si on n'est pas en mode audio seul, le contenu démarre. L'image s'éteint, l'écran devient noir et on a un petit message qui dit fermez les yeux pour mieux écouter. C'est un peu la poésie quand on lance un audio. Mais le mode audio seul permet de carrément supprimer, de ne pas afficher les vidéos et les jeux. Donc ça veut dire que pour un usage, par exemple le soir au moment du coucher, le parent peut configurer l'application pour que l'enfant n'ait accès que aux audios. Et il ne voit même plus l'offre dessin animé. D'accord. Voilà. Ok. Les parents, j'ai quand même le sentiment qu'ils veulent désormais du contenu de qualité. Pour vous, c'est une montée en compétences ou c'est plutôt une anxiété accrue de la part des parents? Ils sont anxieux, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de débats et puis il y a beaucoup de dérives. Je pense que l'addiction aux écrans, elle est réelle quand les écrans sont mal gérés. Et puis il y a un gros problème dont on parle beaucoup chez Bayard Jeunesse, qui est la technoférence. Alors c'est quoi la technoférence, rappelez-moi? Alors la technoférence, en fait, c'est l'intrusion des appareils et des contenus numériques dans notre vie quotidienne et dans notre vie familiale. Et en fait, on regarde souvent et on diabolise les usages des écrans pour les enfants, mais le vrai problème... Non, Pauline, je vous vois venir, je vous vois la manière dont vous commencez à me regarder. Je vais mettre plus loin mon téléphone. Non, mais je mets plus loin mon téléphone, je mets plus loin. Et non, on pense qu'il y a un réel problème aussi de l'usage des parents, qui sont du coup moins engagés dans la vie familiale, parce qu'ils ont tout le temps leur portable à côté, et on s'aperçoit que chez les tout petits, ça a créé des gros dommages, notamment sur l'attention et le développement des enfants qui ont besoin que le parent regarde et batte. J'imagine que le tout petit a le sentiment qu'il n'a pas la full attention, si je puis dire, du parent, et que du coup ça doit avoir certaines conséquences sur son attitude. Exactement. Donc nous on pense que ça c'est très important, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'éduquer parents et enfants. Et dans Bayam, par exemple, pour raconter une petite anecdote qui concerne la fille de notre directrice. D'accord, vous balancez. Elle était en train de faire autre chose, donc je sais pas, elle fait la cuisine, elle donne Bayam, confiance totale, fais ce que tu veux ma fille. Ouais. Puis sa fille vient la revoir 3 minutes après, et elle dit, maman, c'est écrit les films à regarder en famille. Est-ce que tu peux venir t'asseoir à côté de moi pour regarder le film ? Et là, on était ravis en fait, parce qu'on s'est dit, ça marche en fait. Donc l'idée, c'est aussi de donner envie aux enfants de partager ce qu'ils voient, d'en discuter. Et quand le numérique peut devenir comme ça un support de discussion et de partage, on trouve que c'est super, quoi. Donc, Vous avez le sentiment aujourd'hui, vu l'attente des parents, l'anxiété aussi parfois, qu'ils sont prêts à payer pour ce type de service, ou ils restent dépendants d'une offre gratuite? Comment
Comment vous l'avez analysé ça chez Bayard Jeunesse? Je mets les pieds dans le plat, Pauline. Alors, Allez pas me parler de mon téléphone. C'est pas toujours facile, notamment sur le terrain de l'audio, parce qu'on se retrouve avec beaucoup de concurrence, notamment du service public, qui a une super offre, mais totalement gratuite, et des services de streaming. Alors, les parents, dans nos études, ont l'impression de ne pas payer. En fait, ils payent, mais c'est un abonnement familial. Et de payer pour un abonnement qui ne vise que les enfants, c'est pas toujours facile, mais on y arrive petit à petit. C'est la chose la plus précieuse qu'ils ont, mais de là à payer un abonnement particulier, alors on s'aperçoit qu'on y arrive, notamment, là on a un abonnement premium qui est plus cher maintenant, à 10,99 € et qui permet d'accéder à plus d'heures d'écoute de livres audio. Quand je dis livre audio, c'est des grands livres, par exemple, comme Le Petit Prince qu'on vient d'accueillir cette semaine sur Bayam. Pour les 80 ans, ouais, c'est des ouvrages qui vont faire 1 heure, 2 heures, 3 heures, parfois 6, et qui sont normalement pas disponibles en streaming, ces ouvrages. Et donc ça, on les rend disponibles dans une formule premium, et là, cette formule premium cartonne, donc on s'aperçoit que pour l'audio, les parents sont prêts à mettre le prix. D'accord. C'est sûr que pour du dessin animé ou du jeu, ça peut parfois être plus compliqué. Nous, ce qui marche très bien, c'est l'offre en mode extension de l'abonnement papier, parce qu'on a 300 000 abonnés papier. Et ça marche bien en petit plus. Et après, on essaye vraiment de valoriser notre offre avec toutes les idées qu'il peut y avoir aussi d'activités, par exemple, tout ce qui va être tuto, le jardinage, la cuisine, le bricolage. On propose plein d'activités qui ne sont pas nécessairement sur l'écran, en fait. C'est des idées d'activités à faire ensemble en dehors. C'est le sentiment que Bayam arrive à déculpabiliser un petit peu les parents. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire. Ouais. Et on a... Bon, voilà, je me veux un bras critique, mais je suis aussi parent et je sais que c'est très, très, très compliqué en ce moment. Non, on a commencé on est en plein dans une grosse étude qualitative et quantitative, et on s'aperçoit effectivement que Bayam a une bonne aura auprès des parents et même quelque chose d'intéressant pour eux, parce que ça leur renvoie une image de bons parents. Et du coup, on s'aperçoit que ça, c'est vraiment important. L'image qu'ils renvoient en abonnant leur enfant à Bayam. Est-ce qu'au final, vous essayez de cultiver l'ennui chez les 3-10 ans ou vous essayez de l'éviter ? Sans pour autant qu'ils soient addicts à un algorithme. Alors nous, on est vraiment à fond pour l'ennui chez Bayard. C'est bien de le dire, quoi. On pense que les enfants doivent s'ennuyer, avoir du temps pour le jeu libre. C'est pas parce qu'on s'ennuie qu'on ne va pas, du coup, justement, développer son imaginaire. Et d'où l'importance de faire autre chose que l'écran. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais ce qui est très important, c'est comment on répartit le temps. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Regarder un film, jouer à un jeu, même s'il est un peu débile, c'est pas grave si à côté on a fait autre chose. Si on est sorti, si on a découvert la nature en vrai, si on a rencontré des gens dans la vraie vie. Donc tout est question d'équilibre. Qu'est-ce que j'ai fait à côté ? Et ça, c'est hyper important de toujours avoir ça en tête. Est-ce que Bayard Jeunesse a prévu des interventions en milieu scolaire ou pas forcément ? Ou indirectement, peut-être ? Alors, on travaille déjà un petit peu avec les enseignants, donc on n'intervient pas dans les classes. Par contre... C'est dommage, je vous vois bien, moi, dans les classes. On propose aux enseignants d'utiliser nos contenus. Okay. On a déjà énormément... Avec quel retour d'expérience ? Comment ? Avec quel retour d'expérience ? Avec quel retour d'expérience ? En fait, c'est des contenus qui permettent vraiment de discuter en famille comme en classe. On a par exemple une série qui s'appelle Les Petits Philosophes, qui traite des grandes questions que se posent les enfants sur la mort, plein de choses en fait, des questions philosophiques auxquelles on ne sait pas toujours répondre. Transition climatique, le tout. Et donc on est régulièrement contacté par des enseignants qui veulent un accès Bayam pour travailler sur cette série en classe. Et on propose des fiches pédagogiques pour utiliser ces programmes en classe. Et là on lance à la rentrée un dispositif test pour proposer un abonnement enseignant justement avec une série de 10 programmes et accompagné avec des fiches pédagogiques. Pauline, mais est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'être éditeur, être éditrice pour enfants, c'est comme une mission sociétale aujourd'hui? Oui, encore plus, je pense, avec l'évolution du numérique. Oui, parce que je pense que en fait, on regardait des dessins animés quand on était petit. Il y avait la télé. Surtout le mercredi après-midi. Mais ce qui a changé, c'est le à la demande. Et quand le à la demande est arrivé,
en fait, on peut toujours remettre son dessin animé préféré en boucle. Et du coup, on limite en fait. Il y a une étude assez intéressante qui est sortie il y a quelques années qui étudiait la diversité, le nombre de dessins animés que pouvaient citer les enfants. Aujourd'hui, il y a une offre pléthorique, très très riche, mais les enfants citent moins de dessins animés que dans les années 90. Ah ouais. Parce que dans les années 90, quand on regardait le Club Dorothée, on se fadait tous les épisodes. Tu pouvais pas mettre pause, sauf si tu avais la chance d'avoir un magnétoscope et que tu pouvais mettre pause. Et donc, du coup, on découvrait malgré nous des choses. Bien sûr. Et en fait, c'est un peu ce concept. Toujours le dessin animé que tu voulais pas voir avant, là, t'attendais la fin. Et donc, c'est le problème des algorithmes où on boucle sur les mêmes obsessions. Les filles qui vont tout le temps regarder des trucs de sirènes et de licornes, et puis les garçons des camions. Et... C'est même pire que ça, je reprends Pauline, mais moi, je vois, moi, mon plus petit, je suis toujours stupéfait parce que non seulement il va regarder parfois le même dessin animé, mais surtout, il sait qu'il a ce pouvoir de pouvoir regarder la même scène. C'est-à-dire qu'il va pouvoir aller directement à la fin ou au milieu et se mettre en boucle la même scène. Pourquoi cette scène-là, je ne sais pas, mais c'est vrai que tu dis, waouh. Alors, ça fait partie de l'enfance, hein. On aimait bien relire les livres en boucle. Et il sait que c'est possible de le faire, donc il le fait, mais tu te dis, ah ouais, d'accord. Mais c'est bien de ne pas s'enfermer là-dedans. Et en fait, nous, on aime l'idée d'ouvrir les enfants, de les ouvrir à des nouveaux univers, de les faire découvrir des nouvelles choses, même si ça reste de l'ordre du divertissement, mais d'élargir son horizon. Et malheureusement, je pense que les algorithmes, même nous, adultes, nous enferment dans une bulle. C'est quoi, du coup, pour les résumer, les fonctionnalités accrocheuses que vous avez enlevé l'algorithme, du coup, enfin une partie de l'algorithme. Zéro algo, oui. Zéro algo. Le fait aussi, j'imagine que les épisodes s'enchaînent, c'est ça? Alors, on a changé d'avis sur cette question. Alors dites-moi, parce que c'est source d'embrouille, hein, ce petit chrono là qui fait que non, c'est fini, là, on t'avait dit t'arrêtes. Non mais non, donc. Alors avant, au début, on était très puriste. Donc on est arrivé avec une solution où il n'y avait pas d'enchaînement possible. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout de 3 minutes, parce que nos contenus sont très courts, on allait voir papa et maman pendant « Est-ce que je peux remettre le suivant ?» Il fallait appuyer sur le bouton. Et en fait, on s'est aperçu que justement, des parents qui payent un abonnement, ils ont envie aussi d'avoir un confort d'utilisation. Et puis, il y a des standards qui ont été développés par nos concurrents, par le marché, auxquels on ne peut pas couper. Si, les Américains. Donc, notre nouvelle devise, c'est que le parent puisse programmer comme il l'entend Bayam. Et donc maintenant, on va pouvoir, dans quelques mois, choisir si les vidéos s'enchaînent ou non, si les audios s'enchaînent ou non, en fonction de l'utilisation. Et tout ça, ça se configure dans l'espace parent et ça peut, à un moment donné, s'arrêter, se remettre à un autre. On va offrir en fait une flexibilité aux parents. Et on s'aperçoit aussi qu'on a différents types de parents. Des parents très à cheval sur la sécurité et d'autres qui sont à l'aise avec les écrans en se disant « Bayard, c'est la confiance et moi, je donne peu d'écran à mes enfants, mais le temps où je leur donne, je les laisse libres. » Donc, on va essayer de répondre aux différents profils de parents. Bayard Jeunesse, on sait que c'est des... Et on les a encore aperçus effectivement des marques connues, des marques de qualité. Et oui, des personnages qu'on connaît bien. J'ai aperçu des Pyjamasques, Petit Ours Brun pour ne pas le citer. Et vous avez aussi cité quelque chose de très important avec le Petit Prince qui fête ses 80 ans. Il faut aussi essayer, vous, dans votre démarche, j'imagine, pour votre plateforme, aussi pour la faire connaître de la part du plus grand nombre, essayer d'événementialiser. Oula, je me suis lancé dans un truc. Événementialiser à l'image du Petit Prince, comme ça? Oui, bien sûr. Là encore, on est dans notre ADN presse, rebondir sur l'actualité. Donc, c'est hyper important. Là, par exemple, il n'y a pas longtemps, on avait une petite vidéo d'un jour une question. Vous connaissez peut-être ce petit format très court sur qu'est-ce qui est K-pop Demon Hunter. Donc, on va vraiment rebondir sur les temps forts. C'est notre métier, on le fait depuis très longtemps. Avant, on le faisait en papier. Maintenant, on le fait via le numérique. Est-ce qu'on peut parler d'une hygiène numérique aujourd'hui quand on parle d'hygiène de vie? Il faut aller jusque-là? Oui, je pense. Je pense. Et puis, on fait tout un travail dans le travail d'accompagnement des parents. On a une newsletter hebdomadaire dans laquelle on parle des nouveautés qui s'ajoutent dans la plateforme chaque semaine, mais dans laquelle on propose aussi des interviews d'experts qui donnent des conseils sur les pratiques du numérique, parce qu'on a vraiment l'impression que les parents sont assez perdus avec plein de messages différents. C'est dangereux, non, c'est bon. Enfin, c'est vraiment difficile de s'y retrouver. Donc, avant, on avait peut-être pas assez d'infos, maintenant on en a peut-être trop, et du coup, c'est vrai qu'on ne sait pas trop. Ça. Donc, on essaye de guider comme on peut les parents, même s'il n'y a jamais
une vérité, une seule vérité, et les usages s'adaptent en fonction des familles. Hein. Et alors, est-ce que votre solution, elle peut du coup accompagner certaines émotions? Je pense notamment au retour de l'école. Comment l'utiliser au mieux, du coup, cette plateforme? Il y a une manière d'utiliser, ou vous sentez que... Alors, il n'y a pas une manière de l'utiliser. C'est selon le parent, quoi. Voilà, c'est selon le parent. En revanche, on a constaté dans nos analyses d'usage qu'on avait un vrai pic de connexion à 20h. Ah bah, au moment du coucher. Mais alors ça, c'est vraiment en analysant granulairement, parce qu'on regardait souvent le nombre de connexions au jour, et en regardant par heure, on s'est aperçu qu'on avait un énorme pic de connexions à 20h. Donc là, on se dit, c'est pas tout à fait dans nos recommandations, parce qu'à la base, on dit pas d'écran au lever, pas d'écran au coucher, et pas d'écran pendant les repas. Hein. C'est vraiment le triptyque indispensable à respecter pour tout parent. Et en fait, on a été rassurés, parce qu'en fouillant un petit peu plus loin, on s'est aperçu que c'était l'audio qui était utilisé à cette heure-là. L'audio sans écran en mode audio seul. L'audio qui représente 37% des usages en général, je disais tout à l'heure. Au moment du coucher, c'est 44%. Donc c'est vraiment utilisé pour le rituel de l'histoire. Et de l'histoire du soir, en fait. Sans écran, donc en fait, l'enfant n'a pas un device dans les mains, hein, c'est juste qu'il entend l'histoire. Et c'est des sessions qui restent courtes, donc c'est vraiment l'histoire du soir, le rendez-vous. Donc ça, on est assez content de ces rendez-vous qui se créent. Ouais, moi, il en enchaîne 15. 15 ou 3 minutes. On s'aperçoit aussi qu'on a nous, on a envie que les gens reviennent, mais ce qu'on mesure, c'est le retour à la semaine. Okay. On veut que les gens viennent une fois par semaine. Okay. Le mercredi, le samedi, on ne cherche pas à ce que les gens reviennent tous les jours. C'est plutôt dans la semaine, au moment propice qui a été décidé dans l'organisation familiale. Dernière question, Pauline, comment on intègre l'IA dans tout ça? Alors, vaste question. Ouais, vaste question. L'IA peut servir à plein de choses. Nous, par exemple, on est en train de travailler sur comment l'IA va nous permettre de sous-titrer nos vidéos pour des raisons d'accessibilité. Comment l'IA va nous permettre d'améliorer l'éditorialisation dans notre back-office en ayant des tags pour récupérer toutes les vidéos sur pack qu'on a dans notre stock. Voilà. Donc ça, c'est des usages internes qui nous permettent de faciliter notre travail d'éditorialisation. Ensuite, on n'est pas tout à fait totalement contre l'IA. On réfléchit par exemple à développer un prototype d'histoire dont vous êtes le héros avec plusieurs embranchements. Donc ça, l'IA peut vraiment aider à construire ce type d'histoire. En revanche, on est très vigilant sur toutes ces histoires générées par l'IA. Pour les mêmes raisons que les algorithmes, en fait. C'est la même chose. On va pouvoir demander une histoire de licorne parce que ma fille est obsédée par les licornes. Et malheureusement, on voit qu'on a des concurrents sur le marché qui sont en train de se développer et qui fonctionnent bien. Mais ce n'est pas des histoires pensées pour élargir l'horizon des enfants. Voilà. Merci infiniment d'être venu nous voir ce matin. C'était une petite question sur l'IA, mais j'étais obligé parce que c'est vrai qu'avec votre approche sur l'algorithme qui est très intéressant, je me suis dit, tiens, comment ils vont faire avec l'intelligence artificielle. Ça nous concerne beaucoup. Effectivement, vous êtes concerné au premier chef. Pauline May, merci beaucoup, responsable éditorial et produit de la plateforme Bayam Jeunesse. Je vais encore avoir la petite musique dans la tête. Merci pour toute la journée, peut-être toute la semaine. Merci infiniment, Pauline. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci encore de votre fidélité. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Excellente journée. Ciao.